Bonjour à tous, c'est Simon avec vous pour vous annoncer une grande nouveauté à partir d'aujourd'hui puisqu'il y aura désormais 2 vidéos de news par semaine, ce qui permettra à Geoffrey de vous dire dès vendredi que tous les blockbusters 2021 sont repoussés à 2040 et puis moi ça me laissera le temps pour gérer mon salon de manucure clandestin. On commence avec un sujet qu'on n'aborde jamais ici, à savoir Star Wars et Disney. Donc oui, vous l'aurez compris, un sujet un peu classique, mais il y a du nouveau. En effet, rappelez-vous, fin décembre, à l'occasion du Star Wars Investor Day, non, Disney Investor Day, le studio annonçait rien moins que 10 nouvelles séries, 2 nouveaux longs métrages, un réalisé par Patty Jenkins, un réalisé par Taika Waititi, et puis on a encore eu du bonus après avec la fin de Mandalorian, etc., etc. Mais il y a un projet dont on n'avait pas de nouvelles, c'est le film dirigé, ou plutôt on va dire géré, par Kevin Feige, tout simplement qui est un film en plus, et on se demandait un petit peu quel était son statut, eh bien on a quelques nouvelles infos, vu que tout simplement le film vient officiellement de se choisir un scénariste. Alors pour mémoire, Kevin Feige, c'est pas n'importe qui chez Disney, c'est celui qui est le grand ponte, le grand boss du MCU, du Marvel Cinematic Universe, et donc c'est un peu un type, si vous voulez, tout ce qui touche se transforme en popcorn, en or et explose. Donc forcément, ses actions, son boulot au sein du studio est scruté par tout le monde parce que c'est devenu quelqu'un d'extrêmement important et influent à Hollywood en une dizaine d'années seulement. Et il se trouve qu'il va aussi travailler dans la franchise Star Wars. Alors il n'y prend pas a priori des fonctions de commandement. Néanmoins, on sait depuis septembre 2019 qu'il doit littéralement, alors non pas mettre en scène, mais diriger, développer un projet de long métrage. On ignore toujours de quoi va nous causer ce film, mais ce qu'on sait désormais, c'est qu'il sera scénarisé par Michael Waldron. Michael Waldron, ça n'est pas tout à fait n'importe qui, puisque c'est un scénariste et producteur qui a déjà travaillé dans l'univers Marvel, Disney, puisqu'il a été récemment le scénariste, enfin plutôt celui qui a réécrit le scénario de Doctor Strange 2, In the Mouth of Madness, et c'est également un des scénaristes, et donc le showrunner, mais un des showrunners de Loki, la série dont on dit qu'elle serait un peu inspirée par Doctor Who, et qui arrivera très prochainement, qui aura donc pour héros Loki. Bref, mais attention, Michael Waldron a aussi bossé sur Rick et Morty comme producteur et scénariste, donc on se dit que voilà, ça va quand même être un type un petit peu doué. Néanmoins, plusieurs réflexions. Ça veut dire que malgré l'air un petit peu éparpillé et massif de la production Star Wars, il y a quand même bien une volonté de faire des transferts de compétences et de savoir, et probablement de techniques narratives vis-à-vis donc de Marvel à Star Wars, et sans vous dire et sans annoncer comme des bourrins, genre oui, effectivement, Disney va transformer Star Wars en Marvel Universe. Il est quand même bien évident qu'avec autant de projets annoncés, sur des formats très différents, du cinéma, de la série, et surtout autant de projets annoncés simultanément, il va bien falloir s'assurer quand même un peu de la cohérence de tout ça, du suivi, du fonctionnement, bref, de la bonne marche de cet univers. Donc on ne s'étonne pas, a priori, de voir Disney greffer du Marvel là-dedans. Maintenant, reste à savoir dans quel état d'esprit ce sera fait. Est-ce que l'idée est véritablement de dupliquer des méthodes narratives, ou tout simplement, on va dire, de choisir des techniciens, des artisans qui sont rompus au fait de narrer des histoires qui doivent s'inscrire dans un continuum et on va dire dans une énorme turbine à fabriquer des jouets. On en saura plus, on le pense, assez prochainement, mais voilà, c'est ce qu'on pouvait vous dire donc sur ce film Star Wars qui n'a pas encore de titre à proprement parler, qui sera donc développé à la tête par Kevin Feige et au moins écrit par Michael Waldron. Ensuite, un autre sujet, c'est le retour de Sex and the City. En effet, HBO Max vient officiellement, c'est Variety qui l'a dévoilé, de commander une nouvelle saison pour la série culte de la fin des années 90. Ce sera donc une 7e saison. Alors attention, a priori, une série limitée. Pour l'instant, c'est pas un reboot, un renouveau complet. Enfin voilà, officiellement, ils ne sont pas partis pour 10 nouvelles saisons. Ce sera juste un run de 10 épisodes. 10 épisodes qui auront un titre d'ailleurs, qui s'appelleront pas uniquement Sex and the City, vu que ce sera intitulé And Just Like That. Voilà. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Non, plus sérieusement, c'est une nouvelle qui est vraiment intéressante à plusieurs niveaux. Déjà, ça nous permet de nous rappeler que si aujourd'hui, pour beaucoup de gens, Sex and the City fait partie du paysage historique de la série américaine, c'est une production qui a énormément marqué son époque, parce qu'elle a changé beaucoup de standards de représentation féminine et beaucoup de la manière dont on écrivait les personnages féminins et dans quel but. Tout simplement parce que, pour la première fois, on voyait enfin pas pour la première fois, mais on va dire, c'était fait d'une manière qui a énormément surpris et qui a assuré le succès du show. On se retrouvait face à une galerie de personnages féminins et leur univers, le monde, et notamment les hommes, n'était appréhendé qu'à travers leur regard à elles. Et véritablement, c'était une série qui se revendiquait comme féminine, féministe, et où tout simplement tout ce qui se déroulait, toutes les mésaventures, toutes les intrigues qui arrivaient à leurs protagonistes, étaient vues par un regard
féminin. Ce qui a changé beaucoup de choses, ce qui a surpris beaucoup de monde, ce qui lui a assuré beaucoup de succès, et ce qui en faisait vraiment à l'époque un truc important. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais ado, Sex and the City, c'était vraiment un changement, vraiment une petite révolution dans la narration des séries américaines. Et il faut voir d'ailleurs que la série a tant marqué son époque qu'elle a eu des descendants. Très concrètement, je veux dire, c'est pas très original de le dire, mais il faut le rappeler, une série comme Girls, par exemple, n'existe que parce qu'il y a eu avant quelqu'un qui a défriché quelqu'un comme Sex and the City. Alors, à quoi ça va ressembler cette suite tardive? On n'en sait encore à peu près rien. Ce qu'on peut dire, c'est que 3 des 4 comédiennes principales, intéressant, merveilleux anglicisme, reviendront. L'absente, c'est Kim Cattrall, qui jouait Samantha, qu'on ne retrouvera pas, mais bon, qui depuis des années a dit et répété et re-répété combien elle comptait laisser la série à cette époque de sa vie d'artiste derrière elle. Il y a des inimitiés au sein du casting qui ne sont là aussi pas secrètes, donc ça n'est pas fondamentalement très étonnant. Moi, la question que je me pose, au-delà de est-ce que ce sera réussi, pas réussi, bien fait, mal fait, etc., est-ce que ce sera mieux que les 2 abominables longs métrages qui ont suivi la série, moi, ce que je me demande, c'est quel va être le positionnement, qu'est-ce qu'on va nous raconter? Parce que le monde, c'est vraiment banal de dire ça, encore une fois, mais il faut le rappeler, a énormément changé depuis la fin de la série, depuis la fin de sa 6e saison, et notamment la représentation des personnages féminins, mais aussi, on va dire, la question du féminisme et la manière dont elle s'inscrit dans le champ politique, dans le corps social, la manière dont le féminisme lui-même porte ses combats, c'est quelque chose qui a été radicalement transformé, radicalement changé ces dernières années, notamment depuis 2018 et l'avènement de MeToo. Donc, il y a une vraie question de comment est-ce qu'on va représenter ces personnages féminins, et qui seront plus âgées, qui auront vécu sans doute plein de trucs, comment est-ce qu'elles vont évoluer et dialoguer? C'est d'autant plus intéressant que ce soit, j'ai envie de dire, dans la vie publique, dans la politique, bref, dans la vie de la cité, il y a assez souvent, en tout cas dans les médias et dans notre vie collective, on représente souvent une opposition ou à tout le moins un débat, un dialogue entre les féministes, on va dire, d'un peu plus de 40 ans et de nouvelles générations aujourd'hui qui n'ont plus les mêmes revendications ou plus les mêmes manières de porter leurs revendications. Il est assez intéressant de voir si la série essaiera de tout simplement d'incarner ça et comment est-ce qu'elle va le représenter. Et donc ce qui peut nous faire prédire ou un truc très rafraîchissant, très intéressant, très fin, ou un énorme ratage. Et donc on est bien curieux de voir ce qu'il en sera. Donc tout ça arrivera bien sûr chez HBO Max, mais ce qu'on est sûr de ne pas voir chez HBO Max, c'est un biopic de Ray Fisher. En effet, ça fait désormais maintenant plusieurs mois que traîne, enfle, grossit et devient un peu surréaliste, une longue polémique donc initiée, du moins publiquement, par le comédien Ray Fisher qui interprète Cyborg dans Justice League. Eh bien, ça fait maintenant plusieurs mois qu'il a accusé Walter Hamada, Geoff Jones et Joss Whedon, respectivement le boss de la création chez DC Films, un des scénaristes de comics et producteurs les plus importants au sein de cette écurie, et Joss Whedon, le réalisateur qui a pris la suite de Zack Snyder quand il a dû quitter la post-production de Justice League. Il les accuse tous les trois d'avoir activement créé ou rendu possible un climat de travail toxique, néfaste humainement, et d'avoir facilité ou toléré des actes de racisme au sein de la production de Justice League. Il l'a fait régulièrement sur les réseaux sociaux, notamment via Twitter, un énorme paquet de fois, à tel point qu'a été diligenté en interne chez Warner une enquête pour essayer de déterminer qu'est-ce qui s'était passé et quelle était la nature des abus qui auraient eu lieu sur le tournage de Justice League. Alors, là où c'est compliqué, si vous voulez, c'est que Warner a tenté clairement de contrôler un peu les dommages en annonçant cette enquête, en annonçant avoir mis à sa tête un ancien juge fédéral d'une cour américaine pour bien gérer le truc, ce qui n'a manifestement pas satisfait Ray Fisher, qui a expliqué plusieurs fois qu'il estimait qu'en réalité le studio était en train de mettre la poussière sous le tapis et d'essayer de gérer son image plus que les dommages. Et écoutez, tout ça semble prendre plus ou moins fin avec les derniers éléments. C'est le site américain de Wrap qui a rendu public le fait que donc, toujours d'après The Wrap, donc Ray Fisher ne serait plus Cyborg, c'était terminé, et que le studio ne comptait pas trouver un nouveau comédien ou réutiliser le personnage avant un certain temps. Ce à quoi Ray Fisher a répondu, a rétorqué que non, ça n'était pas de son fait, lui en tout cas n'avait pas choisi d'abandonner le rôle, amenant Warner à faire, on va dire, un ultime communiqué lapidaire dans lequel le studio dit que il estime en avoir terminé avec cette affaire, que l'enquête interne a eu lieu, elle a été diligentée d'après le studio selon les règles, et que tout simplement toutes les conséquences qu'il y avait à en tirer ont été tirés en interne, et que pour eux, cette page était tournée. Alors, évidemment, comme il va encore y avoir la promotion à proprement parler du Snyder Cut de Justice League, qui devrait probablement faire encore remonter ça à la surface, on serait très présomptueux de dire que l'affaire est terminée.
Néanmoins, voilà, maintenant, ça reste un espèce de truc très complexe dont il est très difficile de démêler les fils parce que les choses se sont considérablement berlificotées. C'est devenu un truc très amer, très dur, donc il est bien difficile de distinguer et concrètement ce qui s'est passé. Ce qui est notable, c'est à quel point, on va dire, le reste du casting aura été relativement peu solidaire de Ray Fisher. Tout au plus, il y aura eu quoi, un peu de retweet de Jason Momoa et Gal Gadot qui, dans une interview, a déclaré qu'effectivement, elle n'avait pas passé un moment terrible sur le tournage de Justice League et qu'elle en avait référé à qui de droit. Mais on va dire ce sont des prises de position très prudentes. D'ailleurs, il faut noter que Zack Snyder, qui est quand même extrêmement disert depuis 2017, depuis que Justice League, la version de Joss Whedon est sortie, qui a énormément communiqué, laissé sortir de choses, n'a jamais véritablement pris fait et cause pour Ray Fisher, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui nous rappelle aussi que le réalisateur est un communicant, on va dire, extrêmement stratège, très fin et très politique dans sa manière de travailler à ce que le Snyder Cut ait lieu. Bref, tout ça pour dire que cette situation est en train de gentiment pourrir sur pied et que nous, de notre côté, comme observateurs, c'est assez compliqué d'en faire des comptes rendus parce que tout simplement, comme vous, on navigue un peu à vue et ça prend des proportions gentiment surréalistes. Ensuite, pour terminer, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle pour qui a apprécié la série, et on croit savoir que vous êtes un certain nombre. La série Lupin est en passe de devenir un gros carton pour Netflix. Elle est, mais ça n'est pas une surprise, numéro 1 en France. Elle est numéro 1 dans pas mal de pays européens, il faut quand même voir ça. Au lendemain de sa sortie, on l'a trouvée en tête, donc des classements allemands, italiens, espagnols, néerlandais. Et il faut bien voir que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Netflix aime à produire en France, mais aussi en Espagne. C'est parce qu'on est comme ça encore quelques pays en Europe à avoir une cinématographie et donc un public investi, et ça peut vraiment faire locomotive à l'aune d'une région comme l'Europe, qui est quand même une région très importante à l'international pour Netflix. Mais peut-être plus important encore, la série, dès sa sortie, s'est retrouvée dans le top 3 au bout de quelques heures, le top 3 américain. Eh bien, c'est tout simplement la première série française de Netflix à se retrouver aussi vite, enfin même à se retrouver dans le top 10 américain. Ce qui est un signe qui ne trompe pas d'ailleurs. Les critiques américaines ont été plutôt très positives, très enthousiastes. Certaines sont même allées jusqu'à dire que c'était la meilleure série produite par Netflix. On n'ira pas jusque-là, nous on a beaucoup aimé la série, on l'a trouvé extrêmement sympathique, mais voilà, faut peut-être pas pousser mémé dans l'eau du bain avec des orties et sans culotte, mais néanmoins, ça témoigne, on va dire, de l'excitation générée par la série. C'est plutôt une bonne nouvelle, nous on se réjouit de voir une prod française, il me semble que c'est une prod Gaumont, si ma mémoire est bonne, en association avec Netflix, de l'avoir réussi à avoir ce succès-là et à générer cet enthousiasme. Donc on est ravis, on espère que la deuxième partie de la première saison, qui doit arriver courant 2021, ne va pas trop tarder, parce que tout ça se terminait sur un joli cliffhanger, et que nous, encore une fois, ça nous a bien enthousiasmé. On a trouvé que c'était un divertissement tintinesque extrêmement honorable, extrêmement sympathique et plutôt addictif. Donc voilà, c'est un succès et ça fait bien plaisir pour tous les gens qui ont bossé dessus. On leur en souhaite encore beaucoup d'autres. En attendant, cette vidéo se termine. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez taper sur la cloche, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez nous dire plein de choses, nous dire des choses gentilles. Nous, on vous embrasse, on pense bien fort à vous et on vous dit à très bientôt.